Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Geoffrey Félix, le directeur de l'Alliance française de Torino, en Italie. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement en ligne et en français, intitulé Turin, berceau de l'automobile italienne et mondiale. Cet événement inédit est organisé dans le cadre du Forum des opportunités des Alliances françaises de Méditerranée, organisé par l'Alliance française de Malte, avec l'Espagne, la Tunisie, l'Italie et la France. Je remercie infiniment nos partenaires et nos intervenants, Lorenza Bravetta, directrice du Mauto, Barbara Guzzi, directrice de l'Automobile Club de Turin, et François Leboine, responsable du design chez Fiat et Abarth, qui nous rejoindra dans quelques minutes. Je remercie également les équipes du Mauto qui assurent la régie technique de l'événement. Sachez que cet événement est enregistré et qu'il sera disponible en replay sur YouTube dans les jours à venir. À la fin des 3 interventions, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos intervenants dans le chat, en français, en italien ou en anglais. Avant de commencer, merci de prendre 10 secondes, s'il vous plaît, pour écrire dans le chat votre nom et de quelle ville, de quel pays vous vous connectez actuellement, s'il vous plaît. Et sachez que si cet événement vous a donné envie d'en savoir plus sur l'automobile à Turin, n'hésitez pas à venir visiter le magnifique Musée national de l'automobile. Et vous pouvez également vous inscrire à 3 ateliers en français sur le thème de l'automobile qui auront lieu chaque mercredi d'avril de 18h à 20h. Le lien pour vous inscrire sera mis dans le chat. Merci beaucoup d'être présent et je vous souhaite un bon événement. Et je laisse la parole à nos invités. Merci Geoffroy et bonsoir à tous et à toutes. Je suis Lorenza Bravetta, la directrice du Musée national de l'automobile, Musée national de l'automobile, on l'appelle en italien, même si on parle français ce soir. Et je pense que je vais commencer par une brève vidéo qui peut donner mieux l'idée de ce dont on parlera de suite après. Donc, je demande à la régie si elle peut lancer la vidéo.
Voilà. Alors, merci à mes collègues qui ont lancé la vidéo. Et voilà, la vidéo a été réalisée l'été dernier pour célébrer le 90e anniversaire du musée qui a été fondé par Monsieur Biscaretti en 1933. Un musée qui, depuis son début, s'appelle Museo Nazionale, donc musée national, et que j'ai l'honneur de diriger depuis l'octobre dernier. En venant d'un parcours qui n'est pas tout à fait ancré dans l'automobile, dans l'histoire et la culture de l'automobile, mais plutôt de l'image. Donc, j'ai travaillé dans la photographie pendant plus de 20 ans et aujourd'hui, je me retrouve à, à avoir affaire avec un patrimoine de grande valeur qui a, en fin de compte, plein de points de contact, plein de points en commun, à mon avis, par rapport au parcours culturel duquel moi j'arrive. Le musée, je disais, a célébré ses 90 ans l'année dernière et c'est aujourd'hui pas seulement un des musées les plus anciens de l'automobile au monde, mais un des plus prestigieux. Et ça, pour la collection que le musée détient, c'est à peu près 300 voitures, surtout des voitures historiques qui datent de la période avant la guerre. Donc, on a une collection qui est surtout centrée sur la période qui arrive jusqu'aux années 50 et qui compte des pièces rares, des pièces uniques et des pièces surtout qui ont été mises en scène par François Confino en 2011 avec un projet de scénographie qui a été conçu pour le musée, réalisé par Chinozzu, qui est un architecte très important, qui vraiment est unique. Unique parce que pas seulement la scénographie valorise les pièces de la Il y a plein de collection, monde qui vient. mais les contextualise, donc en les contextualisant dans un parcours historique qui ne raconte pas donc juste l'histoire de l'automobile, mais qui raconte l'histoire tout court. Donc venir visiter le musée de l'automobile à Turin signifie pas seulement prendre contact avec la culture de l'automobile, mais parcourir la culture du XXe siècle à travers l'automobile. Et je crois que cela est vraiment la force du musée, une des forces du musée, évidemment. Donc, le parcours s'étale sur 2 étages. Le musée compte à peu près environ 20 000 mètres carrés. Donc, 2 étages qui sont mis en scène par donc François Confino. Un qui est un parcours chronologique, l'autre qui est un parcours thématique. Et donc, par rapport au même principe, on peut s'immerger dans l'histoire et dans l'histoire contemporaine. On parle de futur, on parle de thèmes de grande actualité comme la mobilité du futur, les engagements que le changement climatique et donc le rôle que la voiture occupe dans tous ces thèmes-là. Donc, on raconte le début de la voiture, mais on arrive jusqu'à se projeter dans ce futur. Un étage du musée est par contre dédié aux événements temporaires, qui sont les expos temporaires. On accueille 2 grandes expos par an. Donc la prochaine, qui est dédiée à la figure de Ayrton Senna, le grand pilote brésilien, ouvre au public le 24 avril prochain. Et on a 2 grandes expos par an qui traitent de sujets divers. C'est là peut-être des sujets très, très automobiles. Donc là, l'histoire d'un pilote, mais ça peut être l'histoire d'un brand, ça sera à l'automne le 125e anniversaire de la marque Fiat, mais toujours approché d'un point de vue historique, social, culturel. Donc on ne veut pas que montrer des voitures, mais toujours proposer une narration et un contexte à nos visiteurs.
À côté de ces grandes expos, on a une project room dans laquelle nous présentons des projets plus petits, plus pointus, de niche, qui sont des histoires plus transversales aussi, qui mettent la culture de l'automobile en dialogue direct avec d'autres formes d'expression artistique, mais pas seulement. Donc, ça peut être des expos qui explorent la relation entre la voiture et le design, la voiture et l'art, la voiture et la photographie, comme ça sera le cas au mois de mai pendant le festival photographique qui aura lieu dans la ville de Turin. Nous exposerons un travail que Luigi Ghiri, un des plus grands photographes italiens, a réalisé à Maranello, dans le quartier général Ferrari. Mais tout de suite après, à l'occasion du passage de la Mille Miglia à Turin, après 80 ans, nous aurons une expo qui s'appelle Un voyage longue 1000 milles. Et donc, ça sera une histoire de la compétition par image, vidéo, objets et voitures, évidemment. Et puis, on aura d'autres incursions dans d'autres domaines et d'autres formes d'expression, comme je le disais. Tout cela s'accompagne par un programme de rencontres publiques. Donc, 2 fois par mois, nous avons des rencontres avec nos publics, et je parle au pluriel, car nos publics, c'est le public traditionnel qui fréquente le musée, qui est passionné par la voiture. Cette année, enfin l'année dernière, nous avons dépassé les 300 000 visiteurs, donc c'est un résultat très, très important. Mais c'est un public que nous souhaitons diversifier et même agrandir encore. Donc, nous souhaitons nous adresser à des visiteurs qui pas forcément viendraient pour voir des voitures, mais qui par les biais des voitures peuvent se confronter à d'autres réalités, à d'autres histoires. Donc, nous avons développé 3 filons qui sont les histoires, les sons et les visions. Et une fois par mois, nous projetons des films, des vidéos d'artistes, des documentaires, ou bien présentons des livres, ou bien encore hébergeons des concerts. Là, ça sera le cas le 20 avril prochain avec le Festival Jazz de Turin. Nous aurons un concert de jazz, mais ça sera le cas pour un concert de musique classique à l'automne, et puis de musique techno, et en fait, nous explorerons d'autres genres. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être toujours en liaison avec ce qui se passe sur le territoire, à niveau local et aussi bien à niveau national, de créer, comme vous l'avez vu dans la vidéo que nous avons passée au début, des liens très forts avec les autres institutions culturelles qui sont présentes et actives sur le territoire à partir de nos associés. Donc, je regarde Barbara Guzzi, qui est la directrice de Automobile Club de Turin, mais qui est l'Automobile Club d'Italia, un le premier des premiers associés du musée, donc de ceux qui ont permis sa fondation, sa naissance et son développement dans les années, mais aussi bien les institutions culturelles avec lesquelles nous partageons des projets dans les murs et en dehors de nos murs. Donc tout cela, évidemment, est très important, comme je le disais, pour faire une politique culturelle qui puisse s'élargir et qui puisse atteindre des nouveaux publics. Mais nous avons également 2 points d'excellence dans le musée que nous souhaitons valoriser. Et cela se traduit par des actions en termes de rénovation des locaux que nous entamerons dans les mois à venir, et aussi bien d'activités. Les 2 centres sont le centre de documentation qui détient des documents sur l'histoire de l'automobile de très, très grande valeur, donc des livres, des revues, des documents graphiques, photographiques, et donc un fonds vraiment très important avec des documents précieux. Et puis, nous avons un centre de conservation et de restauration de l'automobile historique. Et donc, le centre qui aujourd'hui est déjà très actif et reconnu à niveau national et international comme une excellence, ouvre aujourd'hui à des collaborations avec l'Université de Turin, le Polytechnique, le Centre de conservation et restauro de la Vinaria Reale, et compte une fois de plus sur le soutien de l'Automobile Club d'Italia pour se développer encore plus. Donc le musée essaye vraiment d'être présent sur plusieurs fronts
pour continuer à développer la culture de l'automobile et faire en sorte que Turin, qui a été le berceau en Italie sans doute, mais à niveau international et mondial, vraiment on peut dire l'une des Motown avec Paris, c'est peut-être à niveau européen la plus grande Motown avec Paris que nous avons eu dans l'histoire, et bien que Turin continue à jouer un rôle actif dans la culture de l'automobile par le biais de son musée national. Voilà, je pense que ça, c'est une très, très grande ligne, une présentation de ce que nous faisons tous les jours. Et puis, évidemment, nous faisons plein d'activités pour les écoles, pour les enfants de tout âge, pour les familles. Nous faisons des visites guidées à notre garage dans lequel nous avons des voitures d'inestimable valeur. Et donc, nous faisons des visites guidées avec notre conservateur très régulièrement, mais nous faisons aussi des dimanches, nous démarrerons aussi très, très vite le 18 mai avec le Grand Prix de Imola, des dimanches de Grand Prix dans la grande place couverte du musée. Donc, en collaboration avec Sky Sport, nous projetterons les Grands Prix de Formule 1 avec les commentaires de journalistes, opinionistes, pilotes, ex-pilotes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de nous ouvrir à la ville, au territoire et à tout public qui puisse trouver dans le musée de l'automobile une place qui leur convient pour différents intérêts et différents points d'entrée. Voilà. Je pense que j'ai fini et je suis à disposition si vous avez après des questions, mais peut-être après le tour de tout le monde. Donc, je vais donner la parole à Barbara pour faire l'introduction. D'accord. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Barbara Guzzi. Je suis le directeur de l'Automobile Club de Turin et je suis aussi un dirigeant de l'Automobile Club d'Italie. J'aimerais bien vous parler de l'importance de l'Automobile Club Turin dans l'histoire de la ville et la liaison avec le musée. Mais d'abord, il faut lancer la vidéo. L'Automobile Club Torino festeggia il suo 125esimo compleanno insieme agli automobilisti torinesi, che nel corso di un secolo e un quarto hanno contribuito a costruire la storia della mobilità non solo a livello locale. Torino, 18 novembre 1898. Un gruppo formato da 19 entusiasti pionieri dell'automobile decide di fondare un circolo per i proprietari delle prime sorprendenti vetture dotate di motori a scoppio. Alcuni mesi prima, il 18 luglio, sempre del 98, si era disputata la prima vera gara che aveva messo a dura prova 13 mezzi e i loro piloti. Era lunga 192 chilometri, da Torino ad Alessandria e ritorno. In novembre, sulla spinta del successo di folla per la corsa, il già citato gruppetto getta le basi dell'Automobile Club. È costituito dal senatore Roberto Biscaretti di Ruffia, da suo figlio Carlo e altri appassionati che daranno poi vita ad aziende costruttrici di automobili. La prima sede è in Corso Vinzaglio 25 e lo statuto propone di favorire in ogni modo lo sviluppo dell'automobile in Italia, di riunire gli automobilisti, procurar loro i maggiori possibili vantaggi e patrocinarne gli interessi. In poco tempo ai fondatori si uniscono altre persone, alcune proprietarie di automobili, altre no, ma tutte evidentemente attratte dalla nuova iniziativa
e dai suoi importanti obiettivi. Nel 1900 il numero dei soci sale a oltre 60. Con grande entusiasmo, i membri della direzione preparano una stagione densa di avvenimenti, dalla mostra internazionale dell'automobile a una serie di corse di velocità. Nel frattempo, per motivi di spazio, la sede viene spostata da Corso Vinzaglio al Valentino e inaugurata il 19 marzo. Per il 1901 nasce l'idea di organizzare un giro automobilistico d'Italia come semplice prova turistica di resistenza. 13 tappe da Torino a Milano, dove si terrà l'esposizione internazionale dell'automobile e del ciclo, che avrà luogo tra il 27 aprile e l'11 maggio, patrocinata dal Corriere della Sera e dal Touring Club d'Italia. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la sede si trasferisce in via Carlo Alberto, conservando la ragione sociale di Automobile Club d'Italia. Nel 1926 vengono istituiti i primi corsi di scuola guida. Nascono il PRA, Pubblico Registro Automobilistico, per la provincia di Torino, i primi parcheggi custoditi, gli uffici tecnico-turistici e di consulenza per i soci. Parte una campagna per il miglioramento delle strade regionali e si installa una rete di telefoni stradali riservata ai soci stessi. Nasce il primo servizio di carro attrezzi. In quegli anni l'Automobile Club Torino diventa primo per numero di iscritti, ponendosi alla testa di ogni iniziativa a favore degli automobilisti e in tutte le grandi manifestazioni nazionali. Concorsi d'eleganza per automobili, autoradio raduni, raduni autosciatori a Sestriere, Bartonecchia, Courmayeur, Clavier, le prime Gymkhane, le gare di velocità. Dopo la Seconda Guerra Mondiale riprende l'azione del sodalizio, anche per i non soci. Nel 1948 si disputa il primo Gran Premio del Valentino, affidato all'Automobile Club Torino per il centenario del Risorgimento Nazionale, e riprendono anche concorsi d'eleganza. La sede di via Carlo Alberto diventa angusta. Nel giugno del 1954 si trasloca nella grande sede di via Giurlitti. Nel 1960 i soci sono 60.000. Negli anni d'oro, tra il 1970 e 1980, oltre 130.000. Nel 1961 viene organizzata la cronoscalata Cesana-Sestriere. Oggi è valida per il campionato europeo auto storiche. Nel 1985 nasce il Centro Diagnosi Mobile, che opera in alcune zone cittadine. Nel 1986 il soccorso stradale viene integrato con ACI Assistance. Il servizio telefonico 116 dispone di oltre 900 centri di pronto intervento e di 3.000 tra carri gru e pianali. Nel 1994 ACI Torino inaugura il primo servizio dépannage immediato, con vetture attrezzate ad officina mobile ed intervento gratuito. Nel 1994 viene inaugurato il centralissimo parking sotterraneo di via Roma, con 300 posti auto, personale permanente e videocamere di controllo. Nel 1998 è la volta della struttura di Piazza Bodoni, con 500 posti auto, e viene aperto il centro revisioni di Piazzale Gabriele da Gorizia. A dicembre del 2000 apre il primo parcheggio sotterraneo mercatale d'Italia, sotto il mercato di Piazza Madama Cristina.
La nuova casa ACI, inaugurata nel 2017, nasce dalla volontà di trasferire in un unico spazio i servizi tecnici, amministrativi e commerciali che ACI offre ai soci e agli automobilisti. Dal centro revisioni e assistenza agli uffici per il pubblico con servizi come pratiche auto, rinnovo patenti e assicurazioni, passando per la scuola guida dotata di simulatori. All'esterno della nuova sede, sul lato di via Filadelfia, è stato allestito un autolavaggio di ultima generazione. Ci sono inoltre parcheggi e colonnine per ricaricare i veicoli elettrici. All'interno il bar, la sala ristorazione e la moderna e funzionale sala per le conferenze completano le dotazioni dell'edificio. Barbara, le micro. Le micro. Ah, Voilà. Merci. Pardon, j'avais mis muet. c'est pas ma faute, c'est Lorenza. C'est moi, c'est moi. Alors, l'Automobile Club Turin, il a eu son origine en 1898, exactement le 18 novembre, c'est-à-dire qu'il vient de fêter l'anniversaire de ses 125 ans. 19 pionniers enthousiastes du volant décident de fonder un club pour les propriétaires des voitures qui avaient le moteur à combustion. Parce que j'ai dit moteur à combustion, parce qu'il faut dire qu'avant, les voitures fabriquées étaient ou voitures à vapeur, et à ce point-là, il faut rappeler le français M. Serpollet, et incroyable, les voitures électriques. Eh bien, les voitures électriques sont nées avant les voitures à moteur à combustion. Quelques mois avant, le 18 juillet, il y a eu la première vraie course de vitesse des voitures à combustion. La Turin-Alessandria, qui toujours c'est une ville du Piémont, Turin, aller-retour. 13 ancêtres des voitures qui ont fait 192 km en vitesse. Mais ce n'était pas la vitesse d'aujourd'hui. Parmi les fondateurs, il y avait M. Roberto Biscaretti di Ruffia. Son fils Carlo sera le fondateur du musée de l'automobile, qui vient de vous parler, Lorenza, et des autres entrepreneurs. Mais la Fiat aura son origine seulement l'année après. En tout cas, la construction des voitures restera artisanale jusqu'à le 1928. L'Automobile Club Turin propose le développement de la voiture en Italie et l'assistant, mais pas seulement l'assistant technique, aux propriétaires de voitures. Pendant l'année 1900, les associés sont 60 ou un petit peu plus. Et dans la même année, à Turin, il y a l'exposition internationale de l'automobile. 1901, il y a le premier permis de conduire en Italie. C'est la préfecture qui a donné cette licence après un examen de conduite. Et le premier permis de conduire, c'est d'un Turinois, M. Bartolomeo Tamietti, qui était le chauffeur de la Maison de Savoie. En 1907, à Turin, la première femme italienne a le permis de conduire, Ernestina Prola. La même turinoise devient pendant les années 20 une pilote de course en vitesse. En 1902, toujours à Turin, il y a le premier tour d'automobile d'Italie. 13 étapes, Turin, Milan et après les autres villes. En 1905, l'Automobile Club Turin avec l'Automobile Club Florence qui est né après, parce que l'Automobile Club Turin a été le premier, l'Automobile Club Gênes et l'Automobile Club Padoue vont à constituer l'Automobile Club d'Italie. Pendant le 1926, commencent les cours école auto à Turin.
1927, un décret royal décide la constitution d'un registre public, qui en italien s'appelle PRA, des véhicules, qu'il est toujours valable en Italie, parce qu'en Italie, à différence des autres pays de l'Europe, il faut enregistrer, c'est pas suffisant la plaque, mais il faut enregistrer la voiture. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a la création du service de dépannage en route, gratuit seulement pour les associés au club. 1948 recommence les courses de vitesse au parc de Valentino et c'est toujours l'Automobile Club qui organise. Et aussi les concours d'élégance des voitures qui étaient nombreux dans les années 30. Dans les décennies 60-70, on arrive à 130 000 associés. En 1901, commence la course des voitures Cesana Col de Sestriere, qui maintenant est une des plus importantes courses de voitures anciennes en Europe et est toujours valable pour le championnat européen des voitures anciennes. Entre les années 80 et 90, l'Automobile Club Turin devient le gérant des plus importants parkings souterrains de la ville, jusqu'à maintenant. L'éducation routière dans les mêmes années et la sécurité routière devient les missions prioritaires de l'Automobile Club Turin. Aujourd'hui, on donne beaucoup d'importance à la mobilité durable et à la protection des usagers en risque sur la route. Je suis persuadée, en raison de son histoire, que la ville de Turin et son Automobile Club, avec l'aide du musée, continueront à être l'avant-garde de l'innovation dans le domaine de la mobilité. Merci beaucoup, Barbara. Et donc, on peut présenter François Leboin, qui, j'imagine, est aussi dans la colle. Oui. Bonjour. Merci Barbara et merci Lorenza. Je suis François Leboin, je suis responsable du design Fiat et Abarth au sein du groupe Stellantis. J'ai la chance de travailler sur une marque plus que historique qui a marqué l'histoire de l'automobile mondiale et j'avais la possibilité de discuter avec vous de plusieurs sujets qui sont très intéressants. Ça part de la mobilité en général. On aurait pu traiter de l'automobile et la ville ou plus simplement des concept cars. Et on a décidé en fait aujourd'hui d'aborder le sujet des concept cars. Et je vais vous montrer en fait un concept car qui a été réalisé pour Fiat très récemment et aborder à quoi servent les concept cars. Francesca, si tu peux présenter le document. Oui. S'il te plaît. Pas le film, hein, le document de base, oui. Ok, il est pas en mode slide, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je vais vous présenter un concept car qui s'appelle Dolce Virtual. Donc, comme vous l'imaginez, c'est un jeu de mots avec lequel on a pris plaisir à travailler, qui bien sûr fait la connexion entre l'ADN du groupe Fiat, qui est basé sur une connexion à la Dolce Vita et toute l'aventure italienne du groupe. Et finalement, sa traduction contemporaine, virtuelle pour ce concept car, mais surtout digitale, qui est une forme d'expression contemporaine et qui nous permet finalement de communiquer tout aussi bien que par les vecteurs classiques de concept car en chair et en os. J'attends que le document soit affiché correctement. Bon, c'est pas voilà. Donc
Qu'est-ce qu'un concept car? En fait, c'est un vecteur de communication. Un concept car, ce n'est rien d'autre qu'un vecteur de communication. Et ce vecteur de communication s'adresse à quatre types de communication. La première, c'est d'évoquer la marque pour laquelle ce concept car va fonctionner. Et je ne parle pas seulement d'un concept car de Fiat, hein, mais d'un concept car en général. Ça va être vraiment d'expliquer aux gens le territoire d'une marque, sa philosophie, son DNA, son ADN design. Ça va être de développer tout un univers qu'une marque développe via ses publicités, via ses véhicules, via ses produits, via sa communication en général. Le concept car va lui aussi permettre d'étendre cette communication et lui donner une autre image, souvent plus caricaturale, plus expressive. Ça peut être, en l'occurrence pour Fiat, ça va être plus coloré. Donc on va reprendre tous les items, tous les assets de la marque et en fait on va les exacerber via un objet qui s'appelle un concept car pour que les gens comprennent au mieux ce qu'est la marque, ce qu'elle veut raconter à ses clients, à ses usagers ou à ses clients. Le deuxième axe de communication d'un concept car, c'est évidemment les produits. Alors, les produits, c'est tout simplement une voiture qui va arriver sur le marché. Et donc, on veut la faire déjà, on veut déjà la préparer à ses futurs consommateurs. Et donc, on la présente sous une forme plus ou moins réaliste, plus ou moins directe, plus ou moins proche de la voiture finale. Donc, ça, c'est un choix de la marque. Ça dépend essentiellement, en fait, du moment où on le montre, si on est longtemps avant la sortie du véhicule ou très peu de temps avant la sortie du véhicule. Plus on est longtemps avant le véhicule, c'est-à-dire à peu près 2 ans, à peut-être 3 ans, mais c'est rare d'être à plus que 2 ans. Là, on va être assez caricatural. On va exagérer tous les traits. C'est vraiment une sculpture qui va exprimer ce que les gens vont retrouver sur leur véhicule de production. Et puis, si on se rapproche du lancement d'un véhicule, on appelle ça en général un show car. Et là, c'est vraiment juste la prévision de ce que va être le véhicule de série. Donc, on met des roues un petit peu plus grandes, on va rabaisser un petit peu la voiture, on la magnifie, mais quelque part, c'est le véhicule que les gens vont avoir et qu'ils vont pouvoir acheter quelques mois plus tard. Alors, ça a un intérêt de présenter une voiture. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on présente une voiture avant de la sortir? Ça a un intérêt d'un point de vue commercial parce que ça prépare le marché à l'arrivée de ce véhicule. Ça permet aussi de préparer en fait tous les actes, les actions commerciales derrière. Et ça permet aussi d'insérer ce véhicule d'un point de vue temporel et d'un point de vue design dans une gamme qui va commencer. C'est-à-dire que ça permet d'expliquer qu'une gamme va naître, qu'un véhicule va naître et qu'en fait des choses vont évoluer dans la marque. Et donc on prépare les gens à ça. Et on a souvent remarqué d'ailleurs qu'un véhicule, plus il est nouveau physiquement, esthétiquement, plus il est nouveau, plus les gens ont besoin d'un certain temps à s'adapter à ce nouveau design. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas leur plaire, bien au contraire, mais il y a un certain temps d'adaptation à la nouveauté. Et donc, le concept car vient aider finalement à l'adaptation à la nouveauté. Ça, c'est très important. En ce qui concerne le concept car que je vais vous montrer de Fiat, il ne s'est pas agi d'ailleurs d'un produit, mais finalement, on a annoncé récemment, là, il y a quelques semaines, on a annoncé toute une série de produits qui vont arriver dans les années qui viennent. Et là, ça se fait rarement. Alors, pourquoi on a pu faire ça? Parce qu'en fait, on travaillait en digital. Et donc, on a utilisé le potentiel du digital pour à la fois expliquer nos différents piliers de communication, mais aussi pour exprimer plusieurs objets qui, si on avait dû les réaliser, auraient bien sûr coûté une fortune, mais aussi pris énormément de temps. On pourrait presque même dire que c'est presque plus écologique même de réaliser seulement en digital. Le troisième axe de communication d'un concept car que vous connaissez tous, c'est la technologie. C'est la technologie, c'est-à-dire qu'on annonce des technologies qui vont arriver. On prépare les consommateurs à ces technologies en leur expliquant via le concept car comment fonctionnent ces technologies. Donc ça aussi, c'est un élément de communication important. Il est évident que quand on parle tout le monde entend parler des voitures autonomes, par exemple. Bon, on prépare le marché à ces voitures autonomes, c'est-à-dire qu'on fait des démonstrateurs qui expliquent aux gens comment ça fonctionne. Alors pour certaines technologies, les véhicules devenant de plus en plus digitaux, il y a une dématérialisation très forte de la technologie dans les véhicules. Mais en même temps, il y a une présence accrue de ces technologies digitales. Donc, il est de plus en plus important en fait, de les préparer auprès du marché et d'expliquer aux gens comment vont fonctionner ces technologies via des démonstrations, via même des fois des images qu'on crée dans les concept cars qui expriment ce qui se passe dans la voiture ou qui expriment ce qui se passe à l'extérieur. Mais ces images qu'on projette, en fait, n'auront pas lieu dans le vrai véhicule parce qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de projeter ces images, d'avoir ces explications. Mais ces explications de texte, on utilisait le concept car pour le faire. Donc ça, c'est vraiment important et ça permet aussi de
de rassurer aussi sur les technologies qui arrivent, parce qu'il est évident que certaines pourraient être anxiogènes. Donc, en fait, on rassure les marchés grâce au concept car. Et on donne une forme à la technologie, on humanise la technologie, ce qui est très important dans le monde du design. Le dernier pilier du concept car, et qui n'est pas des moindres pour les designers, il est un peu plus réservé, on va dire, à la partie design du concept car et moins à la partie marque. C'est la partie laboratoire. Alors la partie laboratoire, là, elle n'a pas de limite. Pour les designers, c'est vraiment une aubaine. C'est le moment où on exprime des futures tendances. C'est-à-dire on travaille sur l'art, parce qu'en fait, les tendances viennent souvent de l'art, de l'architecture, de tout ce qui est les mondes qui tournent autour du design hors de l'automobile. On s'inspire, c'est tous nos mondes d'inspiration, qui soient digitaux, naturels, technologiques, comme je disais, architecturaux, photographiques, peinture, sculpture. En fait, on s'inspire de tout pour créer des nouvelles formes. Et ben en fait, on va pousser via le concept car ces tendances plus loin. On va les tester. On va tester des formes, des couleurs, des matières. On va tester des nouveaux usages aussi. C'est-à-dire qu'on va essayer de se propulser dans un avenir probable, dans un avenir futur qui nous intéresse. Et on va imaginer une voiture dans non pas 3, 4, 5 ans où on connaît les technologies, mais 10, 15 ans, voire peut-être même 20 ans des fois. On va se projeter dans un futur probable qu'on aimerait exister et qui permet d'imaginer des usages qui changent complètement parce que des technologies existeraient qui nous permettraient de le faire. Alors ça, c'est vraiment la partie laboratoire, test, qui est un peu plus proche de ce qu'on voit maintenant dans les films de science-fiction. Et c'est pour ça qu'aussi les films de science-fiction se sont rapprochés un peu des travaux qui étaient faits sur les concept cars, où vraiment, on s'imagine dans un futur positif, hein, on n'est pas là dans des choses négatives qui doivent faire peur, mais on est vraiment dans un futur où l'automobile prend une nouvelle place. Alors souvent, dans les dernières années d'ailleurs, on amplifie l'aspect mobilité de l'automobile, c'est-à-dire on dépasse la voiture comme une architecture à 4 roues et on parle plus de phénomène de mobilité, c'est-à-dire comment on se déplacera dans le futur de façon beaucoup plus générale. Donc là, c'est vraiment intéressant pour tout le monde, mais c'est difficile de se projeter, hein, ça demande des choses. Alors, quel est l'intérêt de ce laboratoire? Bien sûr, on a des retours clients sur j'aime, j'aime pas, mais on a aussi surtout la possibilité de tester, de fabriquer des choses qu'on va pouvoir tester, essayer et de voir si ça pourrait fonctionner, si ça apporte un intérêt. Et puis tout simplement, ça pousse la recherche. Ça pousse la recherche, mais même en interne des entreprises automobiles, ça la pousse au-delà de ce qu'elle était en train de faire et ça ouvre certains domaines de recherche d'ailleurs qui étaient jusque-là pas travaillés. Voilà. Donc j'ai à peu près dessiné les contours les contours des 4 grands vecteurs de communication d'un concept car. Et maintenant, je vais vous montrer un film qui représente le concept car Fiat qu'on a lancé il y a quelques semaines. Alors, il n'est pas vraiment ciblé sur un futur à 20 ans, il est vraiment sur un futur proche, mais il est fait de trois grands moments, ce film. Il part du Lingotto, et en ça, je pense que ça fait le lien avec tout ce qu'on vient de voir sur les films qu'on a vus juste avant, sur l'histoire de Turin. Pour Fiat, bien sûr, le Lingotto est plus qu'emblématique. C'est l'icône de l'histoire de l'entreprise, mais c'est une icône architecturale, mais c'est aussi une icône sociale. C'est la place de Fiat dans la ville de Turin, c'est la place de Fiat dans la société italienne, c'est-à-dire une usine avec ses ouvriers, et puis la façon dont l'architecte a pensé l'usine aussi, qui était extrêmement moderne, puisqu'en fait, il a pensé l'usine non pas à plat, comme la plupart des usines, mais plutôt sur un système vertical où finalement la construction était décomposée en éléments verticaux avec des rampes d'accès latérales, qui est très Le Corbusien dans l'approche, et qui finissait par, d'ailleurs comme Le Corbusier aimait le faire, un toit non pas terrasse, non pas un solarium et un toit de vie, mais finalement un toit où les voitures terminées pouvaient faire des tours de piste et en fait être testées. Donc c'était vraiment une intelligence architecturale au service de la construction automobile. Alors quelque part, ça résume l'esprit de Fiat qui va au-delà de faire une voiture qui se déplace. C'est aussi une pensée d'apporter une solution aux gens dans une société et trouver des technologies, les techniques propres.
le concept car qu'on a fait, alors il est peut-être beaucoup plus modeste, il est beaucoup plus modeste que tout ça, mais il a essayé de faire un lien avec toute cette histoire. On est parti du Lingotto, on a transformé le Lingotto, emblème iconique de Fiat à Turin, qu'on a transformé en élément visuel de notre futur ADN de design. Vous allez le voir, donc on va retrouver cette forme du Lingotto qu'on retrouve à plusieurs endroits. Mais on est parti de ça, on a créé un ADN de marque qui est sur la construction, sur comment partir d'une construction architecturée, un peu comme un mobilier sur lequel on pourrait plugger des objets en fonction de ce dont on a besoin. Donc vraiment quelque chose de très fonctionnaliste dans l'approche. Et ensuite, à partir de cet ADN de marque qui est autour de cette idée de construction d'objets et donc de faire un intérieur, on a créé la prochaine icône qui sera la prochaine Fiat Panda qui arrivera sur le marché. Donc vous allez voir le concept qui annonce la future Fiat Panda. Donc c'est ce qu'on a appelé d'un icône architecturale à un ADN de marque, d'un ADN de marque à une icône de marque. Et enfin, une troisième étape dans notre approche de concept car, on a voulu parler du fait que Fiat n'est pas seulement une marque de Turin et italienne, comme on pourrait penser, c'est surtout la Panda en Italie. Mais non, non, Fiat, c'est vraiment une entreprise globale aujourd'hui et qui vend autant de véhicules en Europe que dans le reste du monde. Et ça, c'est très important pour Fiat. C'est même plus qu'important. Et notamment au Brésil, le Brésil qui est quand même le deuxième, voire maintenant, bien, cette année, je crois, le premier marché de Fiat au monde. Et donc, on a une présence de Fiat dans d'autres pays qui est représentée par d'autres véhicules que la Panda, mais qui sont tout aussi importants comme des pick-up. Et on a la présence aussi de Fiat en Turquie qui est très… voilà. Donc, Fiat est important dans le monde entier, mais avec différents types de produits. Et cette capacité de Fiat à proposer des produits, aussi différents soient-ils, en fonction de ses clients dans le monde, c'est ça qu'on a voulu aborder dans la troisième partie du film. Et nos concept cars vont montrer que avec l'intelligence de construction de plateformes qu'on pourrait imaginer demain et qu'on va utiliser parce qu'on va parler de véhicules qui sortent en 2024, 2025, 2026 et 2027, en fait, on va, de façon le plus pragmatique possible, on va essayer d'optimiser en fait nos ressources pour aborder le futur automobile. On va optimiser nos ressources, nos fabrications, nos commonalités de fabrication et en fait le plus modulaire possible pour proposer des véhicules qui ont des silhouettes en apparence extrêmement différentes et donc qui s'adressent à des publics différents et des zones du monde différentes, mais en fait qui sont basés sur les mêmes éléments de constitution. Donc c'est une autre intelligence de construction, de modularité, qui n'est pas la même qu'au début, qui est plus une intelligence du type Lego. Là, on est dans un Lego, mais à l'échelle de la voiture. Voilà. Et on va aborder tous ces sujets-là dans un concept car. Je vais demander à Francesca de lancer ce film qui vous raconte cette histoire du Lingotto jusqu'à une famille de véhicules.
Voilà, voilà la traduction de tous ces éléments autour d'une plateforme commune qui partage un maximum de technologies et qui s'exprime sur différentes régions avec différentes formes, avec toute l'intelligence design que l'on peut trouver pour finalement fabriquer des objets différents à partir des mêmes éléments. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Vraiment, je pense que je partage le sentiment de tout le monde, tous ceux qui ont assisté à cette présentation. La qualité de vos interventions et la passion qui vous anime était vraiment communicative et ça donne vraiment envie de découvrir ou redécouvrir Turin, à la fois à travers le musée de l'automobile, à la fois avec l'Automobile Club et évidemment avec les futurs modèles de Fiat, les prototypes qu'on a pu voir. Je voulais signaler en passant que toutes les vidéos que vous avez vues aujourd'hui sont complètement inédites. Je pense que vous confirmez. Ce sont vraiment des documents que personne ou très peu de gens en tout cas ont vus. Et je voulais aussi vous remercier pour ce beau cadeau que vous nous avez fait. Et vraiment, je pense que ça a été très apprécié. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Alors, vous avez deux possibilités pour les questions. Soit vous levez la main avec l'application qui est juste au-dessus, ou alors vous la posez directement dans le chat et on vous répondra en direct. Alors, vous pouvez l'adresser à l'un des intervenants en particulier ou aux différents intervenants. Voilà. Alors, une première question de Francesco. Francesco, Bonjour, on vous écoute. Ouais. j'ai deux questions pour Monsieur Lebois. La première, c'est la suivante. Quel est le futur de la Fiat et si la Fiat aura du succès en futur, seulement la France aura des avantages? Alors, je ne sais pas si je suis pas sûr d'avoir compris la fin de la question. La première partie de la question, quel est le futur de la Fiat? Alors, c'est une question vaste. Hein. C'est une question vaste. Il y a une partie de la question à laquelle je ne peux pas répondre pour des questions de pure confidentialité, bien évidemment. Ensuite, parce que je ne suis pas le CEO de Fiat, je n'en suis que le représentant design. Quel est le futur de la Fiat? Je pense qu'il est, on dirait bright en anglais. Il a un futur comme toutes les marques qui appartiennent au groupe Stellantis, c'est-à-dire qu'en fait, on a la chance de pouvoir partager des plateformes qui contiennent des technologies adaptées au marché à venir, à marché au futur, adaptées au marché du futur. Donc, je pense que c'est une chance pour une marque comme Fiat d'appartenir à un si grand groupe qui développe des technologies qui peuvent aller partout dans le monde et qui travaillent pour toutes les marques du groupe Stellantis. Donc ça, je pense que sans ça, c'est beaucoup plus difficile pour des marques petites et qui n'appartiennent pas à des grands groupes de développer certaines technologies et d'avoir des plateformes qui permettent en fait de faire les voitures qu'on doit faire dans le futur, parce que c'est difficile à expliquer là en quelques minutes, mais il est extrêmement difficile de faire une voiture aujourd'hui du fait des régulations, des normes, de toutes les contraintes, des technologies embarquées. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de développer une voiture comme ça. Et d'ailleurs, on le voit, hein, beaucoup de startups se cassent les dents
sur la création de voitures, même à haut contenu technologique. Donc, imaginons que quand ces voitures sont même pas au contenu technologique et qu'elles doivent en plus être abordables, parce que c'est une des raisons d'être de la marque Fiat, c'est de proposer des véhicules abordables pour des gens qui n'ont pas obligatoirement des moyens, de grands moyens. Donc comme ça, c'est un des rôles de la marque Fiat, je pense qu'on est heureux de faire partie d'un grand groupe comme Stellantis pour pouvoir avoir des plateformes accessibles qui nous permettent de développer des voitures abordables. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un avenir pour Fiat. Il y a un avenir pour Fiat parce que Fiat a toujours été capable de s'adapter aux différents marchés, j'en ai parlé. Fiat n'est pas qu'en Italie et Fiat est capable d'être ailleurs qu'en Italie et ça c'est aussi important pour une marque comme Fiat pour exister parce qu'il est très difficile pour une marque d'exister seulement dans un pays et il n'y en a quasiment plus aujourd'hui qui existent seulement dans un pays parce qu'il faut vendre suffisamment de voitures dans le monde pour pouvoir exister. Voilà. Et ensuite, Fiat a une raison encore plus d'exister, et après, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais parce que Fiat a cette capacité de proposer des produits différents. Et c'est la force de Fiat, je veux dire, de la Fiat 500 à la Panda, en parlant de certains pick-up en Amérique du Sud qui sont des tout petits pick-up qui n'existent pas, qui faits par d'autres marques parce que les autres pick-up sont de taille beaucoup supérieure. Il y a une approche de la marque Fiat à s'adapter aux produits locaux qui reste une force. C'est une force que Fiat a de comprendre les marchés et notamment les marchés pour les véhicules abordables. Voilà. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Après, dire plus, je ne peux pas rentrer dans les produits parce que je vais rentrer dans les choses confidentielles. Pas de souci. Je veux savoir seulement, mais vous avez dit que la Fiat n'est plus italienne, mais seulement la France aura j'ai jamais dit des avantages. J'ai jamais dit que la Fiat n'était plus italienne. J'ai dit il y a longtemps que Fiat n'est pas seulement italien. Donc le succès serait général grâce à tous. Grâce à tous les pays où vous êtes présents. Oui, bien sûr. La chance de Fiat, c'est d'être dans le monde entier. Et c'est ça qui est important pour Fiat, c'est d'être présent partout où les voitures de Fiat font du sens. Merci beaucoup, Francesco, pour votre question et merci. François, Francesco. Il y a deux questions, peut-être une pour Lorenza, parce que je pense que c'est abordé dans le musée, il me semble. Le design de la mode a-t-il influencé le design des voitures? Et si oui, évidemment, est-ce qu'on a des exemples, par exemple? Alors, prego, François. N'hésite pas. Lorenza, si vous voulez répondre d'abord. Non, allez-y, allez-y. Bien évidemment, il y a toujours un lien entre la mode et les voitures. Il n'est pas toujours direct à voir, mais la mode influence le design. Il y a une question de… C'est toujours intéressant. Hein. Les différents domaines de l'art, si on peut dire de l'art en général, ou des arts appliqués, on va les appeler comme ça, les différents domaines d'arts appliqués sont connectés. Ils ont un impact à différents moments et il y a ce qu'on appelle des tendances courtes et des tendances longues. L'automobile s'appuie beaucoup plus sur des tendances longues dues au phénomène au cycle des produits. Sachant qu'il faut 3 à 4 ans minimum pour concevoir une voiture et qu'elle va devoir rester sur un marché à peu près, on va dire, minimum 5 ans, mais en général à peu près 7 ans, et puis ça peut durer jusqu'à 10-15 ans. Je ne parle pas de la vie d'une voiture, mais en tout cas, sa mise sur le marché, c'est à peu près son cycle de vie. Il est évident qu'on ne peut pas appliquer les mêmes phénomènes de mode que la fast fashion, par exemple, qu'on a aujourd'hui. On n'est pas du tout dans les mêmes rythmes. Mais par contre, les tendances de fond qui finalement inspirent la mode, inspirent l'architecture, inspirent le design produit, sont aussi celles qui vont inspirer l'automobile. C'est juste qu'on va prendre des tendances de fond qui ont plus de durée dans le temps, qui ont plus une connexion longue socialement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces tendances qui sont liées, par exemple, au digital dans les 20 dernières années ont beaucoup plus d'impact sur l'automobile que des tendances purement seulement esthétiques. Maintenant, la mode a toujours eu un impact et le mobilier a eu beaucoup d'impact aussi, le mobilier intérieur sur les intérieurs automobiles par exemple. Et la sculpture peut avoir beaucoup d'impact sur l'automobile. Il suffit qu'il y ait une expo d'art contemporain
par exemple, avec un sculpteur qui représente, avec une nouvelle façon de visualiser le monde, ça va inspirer des designers. Ils vont aimer cette texture, ils vont aimer une texture, ils vont aimer une couleur, et ils vont avoir envie de la retranscrire dans les véhicules qu'ils font. Donc, en fait, les sources d'inspiration des designers viennent du monde de l'art et de la mode. Donc, ça, clairement, on peut dire qu'il y a un lien. Après, le retrouver dans les détails, non, c'est pas direct, c'est pas si direct. Mais nous, designers, allons chercher nos inspirations directement dans les mondes où finalement la gestation de tendance est plus rapide. Et on essaie de trouver des choses plus fortes, ouais, comme je disais, des lames de fond. On cherche quelles sont les lames de fond qui vont se répéter et qui auront un impact sur nos véhicules. Et il n'y a pas encore de collection automne-hiver dans les voitures. Non, c'est peut-être mieux comme ça. Je plaisante. J'ai mis dans le chat deux photos qui illustrent aussi ce que tu disais. Jean-Paul Gaultier qui a aussi influencé à sa manière la création dans le secteur automobile. Non, Lorenza peut-être veut dire quelque chose à ce sujet, non? Non, vous avez donné une magnifique réponse et j'aurais pas pu faire mieux. Donc voilà. C'est gentil, c'est gentil. On a une dernière question. Alors là, pour le coup, c'est presque une demande d'embauche. Est-ce que Fiat recrute des designers actuellement? Voilà, c'est une question tout à fait orientée professionnelle. Et j'ai envie de dire aussi quelles sont peut-être les qualités, les compétences qu'on recherche de plus en plus chez les designers automobiles, François. Alors, c'est marrant parce que non, mais c'est intéressant parce que on fait des interventions, mais on travaille avec les écoles de design. On travaille bien entendu avec les écoles de design et c'est très important d'essayer avec les écoles de design de construire ensemble quelles sont les attentes nouvelles du monde du secteur automobile, parce que c'est un monde qui change beaucoup en ce moment, et on parle de mobilité beaucoup d'ailleurs, parce qu'on est en train d'ouvrir l'automobile à un secteur beaucoup plus grand qu'est la mobilité pour des questions à la fois de technologie, de réalité de notre monde, de notre société. Il faut que l'automobile fasse place à une mobilité plus diverse. L'automobile est une réponse qui a plein de qualités, mais la mobilité en général va apporter des solutions beaucoup plus adaptées à la complexité de notre monde. Donc, disant ça, j'ouvre déjà le sujet de qu'est-ce que c'est qu'un designer de demain automobile. C'est quelqu'un qui se prépare plus à aborder une mobilité dans le sens large, et beaucoup moins concentré sur l'automobile elle-même, la voiture telle qu'on la conçoit jusqu'à aujourd'hui, mais plus sur une vision holistique de la mobilité, c'est-à-dire essayer de concevoir des objets à différentes échelles ou des réponses, parce que ce n'est pas obligatoirement des objets, ça peut être des services à différents niveaux de la société qui vont répondre à la mobilité en général. Donc ça va vraiment partir du service. J'ai envie de dire, ça part de la paire de chaussures, qui va permettre de faire les 200 mètres qu'il ne faudrait pas faire en voiture. Donc, ça commence là, la mobilité. Marcher, c'est une très bonne réponse. Et donc, pourquoi pas s'intéresser à la bonne paire de chaussures pour aller plus loin et perdre moins d'énergie. Voilà. Donc, ça commence là. Et puis, ça va aller jusqu'à l'avion, qui est encore le seul moyen encore de faire certains voyages. Voilà. Et se poser la question, entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour que les humains optimisent leur voyage, dépensent moins d'énergie, consomment moins en général, et puis on parle de carbonette zéro futur, c'est vraiment ça la question de demain. Comment est-ce qu'on fabrique moins d'objets, on consomme moins d'énergie et on émet moins de carbone? Et donc les designers de demain vont devoir se poser cette question-là. Ce seront les designers du moins de carbone en quelque sorte qu'on va chercher. Parce qu'il faut qu'ils aient cette vision globale et qu'ils sachent dessiner bien sûr des objets qui font plaisir aux gens, mais qui soient vraiment intelligents, qui répondent vraiment à des problèmes sociologiques. C'est vraiment ça qu'on cherche. Donc, c'est des gens qui vont s'intéresser à tout. Ils vont s'intéresser au graphisme, à l'architecture, aux produits, à la mode, à l'histoire. C'est hyper important de connaître l'histoire, d'aller dans les musées et de voir ce que nous a montré Lorenza et nous expliquer Mme Barbara. C'est hyper important de comprendre ce qui s'est passé avant pour mieux créer ce qui va se passer demain. C'est fondamental. L'histoire de l'art est hyper importante chez certains artistes. On comprend on comprend des choses qui nous apprennent à construire le futur différemment. Ça ne veut pas dire qu'on doit répéter l'histoire, ce n'est pas ça que je dis, je dis bien le contraire.
On doit comprendre le passé pour mieux écrire le futur. Et les designers doivent se préparer à ça. Et en fait, on cherche des gens extrêmement pluralistes, hein, extrêmement comment dire Curieux. ouais, curieux, mais aussi qui savent faire plein de choses, qui s'intéressent à tout. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment. Et je pense que c'est pas que dans le design. Merci beaucoup. Alors, Francesco, au-delà des compétences, vous cherchez quelqu'un qui sache le français. Est-ce que le français est une bonne langue pour travailler dans le design et dans le groupe Stellantis de façon générale? Ah, c'est encore pour moi la question. Non. Non, le français est. Non, mais moi, le français est pas. Non, non, mais je vais dire la vérité. Non, le français est pas du tout primordial. Heureusement, non, non, non. On prend des gens pour leur qualité d'expression, de communication, mais ça ne veut pas dire parler français. Ça veut dire justement être capable de s'intéresser. On va utiliser tous la langue anglaise comme élément de communication qu'on partage. On parle anglais tous les jours chez Stellantis, dans tout Stellantis, c'est l'anglais, la langue de communication, parce que c'est celle que le monde entier peut parler. Mais bien sûr, après, dans les entités locales, il est bien que chacun apprenne la langue locale pour s'intéresser à la culture locale et mieux comprendre ce qui se passe dans chaque pays. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, il faut s'intéresser à la communication en général. Parler l'anglais, c'est fondamental. Quelqu'un qui travaille en France, ça serait bien qu'il apprenne le français pour bien vivre en France. Mais quelqu'un qui travaille, bien sûr, en Italie va devoir apprendre l'italien pour pouvoir bien vivre en Italie et mieux connaître les Italiens. C'est comme ça que plutôt que je verrai les choses. Mais de toute façon, apprendre des langues, c'est toujours une richesse. Hein. C'est la même curiosité que… derrière les langues se cachent les cultures, et les cultures, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Magnifique. Lorenza, Barbara. Geoffrey. Oui. Pardon, Francesca. Geoffrey. Non, vas-y. Oui. Non, parce que nous devons terminer. Il est Oui, il est là parce que nous devons terminer. Et donc, c'est un moment pour faire des salutations. Et pour terminer, voilà. Merci. Non, je comprends. Merci beaucoup, Francesca. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être restés pendant 7 heures et même un petit peu plus. Cet événement donc, sera disponible en replay. Et on vous encourage à le partager au maximum. Mon collègue Thomas de Malte vous a mis le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire aux ateliers en français professionnel sur le secteur de l'automobile que l'Alliance française de Turin a développé. Donc, ce sont 3 séances de 2 heures avec Chloé Thomas, qui est ici d'ailleurs, qui est connectée, qui est notre enseignante qui est chargée de ce kit professionnel. Et vraiment, on vous encourage à suivre ce kit et à ces ateliers parce que c'est vraiment un beau travail qui a été fait et vous allez découvrir encore beaucoup, beaucoup de choses en complément de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà. Un grand merci à nos intervenantes, Lorenza et Barbara, et à notre intervenant François, et à toute l'équipe technique du Maoto pour ce très, très bel événement. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Merci à vous. Bonne Et aux soirée. équipes de l'Alliance française, évidemment, qui sont aussi derrière. Voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Ciao, au revoir. Ciao. Ciao.